Les jeudis de l'Iliade. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce jeudi de l'Iliade qui est maintenant, je ne sais pas, le 8 ou 9e, enfin ça fait déjà plusieurs mois qu'on fait ça, donc tous les premiers jeudis du mois, on présente alors typiquement un auteur qui nous est cher. Aujourd'hui c'est un petit peu différent, on a l'abbé de Tannhorn qui nous présente son dernier livre, Le Prix de la Fraternité. L'abbé est quelqu'un, une personnalité assez extraordinaire qui a déjà une œuvre assez considérable derrière lui. Je me rappelle d'un livre sur l'histoire du mal, hein, il y a quelques années que j'avais Une histoire du mal, lu tout à fait. avec un grand intérêt. C'est un ami de la librairie qui est souvent là et qui contribue à faire vivre ce livre. Donc on le remercie infiniment. Donc l'abbé va parler environ une demi-heure, hein, pour nous présenter son livre. Vous m'interromprez. Vous pouvez interrompre, on est en petit comité, c'est l'avantage. Et puis on fera quelques questions-réponses à la fin. Et puis nous boirons un verre ensemble ensuite pour conclure la soirée. Et puis vous pouvez évidemment vous procurer le livre de l'abbé. Également les ouvrages de l'Institut Iliade, donc il y a une collection chez Pierre-Guillaume Deroux, dont vous avez ici deux exemplaires. Les ouvrages des contributeurs de l'Institut Iliade, Jean-Yves Le Gallou, Anne-Laure Blanc notamment. Et puis le dernier paru aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui sont donc les toutes récentes éditions que nous avons lancées avec Courage de François Bousquet et une réédition de Georges Valois, qui a été libraire ici il y a un siècle, librairie de l'Action française, édition de l'Action française. Et donc voilà, dernière parution, Xavier Aimant, collaborateur d'Éléments, c'est un recueil de petites histoires et de nouvelles. Et donc tous ces livres sont à votre disposition ensuite. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Écoutez, il est toujours difficile de parler de ses propres ouvrages. Alors je prendrai un petit peu de distance tout en tournant autour du sujet que j'ai proposé, le prix de la fraternité, à travers ce livre. Je voudrais que nous nous demandions si la fraternité a encore un avenir. Et pour cela, je partirai de la recension qu'a donnée de mon livre Alain de Benoît. Alain est un ami et il a la gentillesse d'avoir recensé à peu près tous mes livres, ce qui est extrêmement courageux, surtout quand il y a 700 pages de métaphysique à s'enfiler. Et donc, pour ce dernier livre, Le Prix de la Fraternité, je crois que le mot fraternité l'a peut-être un peu indisposé. Et il a fait sa recension dans Éléments sur le ton l'amour, toujours parler d'amour, c'est trop simple. Et je crois que cette recension elle-même, en tout cas telle que je la présente, est trop simple. Je crois qu'on ne peut pas se passer d'amour pour quoi que ce soit. L'amour est la forme de toutes les vertus, comme dit saint Thomas d'Aquin. Et on ne peut pas se passer d'amour en politique non plus. Et si nous connaissons des moments si compliqués à vivre, c'est peut-être justement parce que on a désappris l'amour et on a substitué à l'amour collectif, à l'affectio societatis, comme disaient les vieux latins, à l'amitié politique, comme disait Aristote, on a substitué la comptabilité individuelle. On est en pleine polémique au sujet des retraites, et vous voyez ce que je veux dire, évidemment. Si nous avions conscience d'appartenir tous à la même communauté et si nous avions tous une sorte de préjugés favorables les uns pour les autres, je crois que nous n'en serions pas à ce degré de paralysie que nous connaissons ce soir et qui vous rend si peu nombreux, happy few, à m'entendre. Donc la question de l'amour est tellement importante qu'elle vaut aussi pour la politique, et qu'un pays qui fonctionne, c'est un pays dans lequel
les gens ont a priori du respect les uns pour les autres, de la bienveillance les uns pour les autres. Et quand ce respect, quand cette bienveillance manque, quand elle est substituée, quand s'y substitue le calcul, eh bien, on a le spectacle que l'on peut découvrir sur les écrans ce soir, de manifestations qui n'auraient pas dû être, étant donné l'importance du sujet. Je ne veux pas dire pour autant qu'il soit facile de plaider pour la fraternité. Je crois qu'il est très difficile d'être des frères et que l'histoire biblique en particulier le montre plus que plus. Deux individus qui se ressemblent, explique René Girard, ce sont deux individus qui rivalisent l'un avec l'autre, et plus ils ont occasion de rivaliser l'un avec l'autre, c'est-à-dire plus ils se ressemblent, plus ils sont égaux, plus ils se détestent. Quand on ne peut pas envier, je ne sais pas moi, l'argent d'une vedette ou d'un joueur de foot aujourd'hui. Personne ne détesterait Cristiano Ronaldo ou tel autre joueur de foot que vous voulez. Et pourtant, quel argent, et pourtant, quelle supériorité. Non, on déteste nos égaux, explique René Girard. Et qui est plus égal, j'allais dire biologiquement, que des frères? Les frères sont des égaux qui, parce qu'ils sont des égaux, s'envient, se détestent, se jalousent. Dans la Bible, ça commence par Caïn et Abel. La fraternité, bonjour. Le fils d'Adam et d'Ève est fratricide, Caïn. Donc la fraternité n'est pas quelque chose de facile, si vous voulez. Ce n'est pas un échappatoire pour curer en mal de prédication. C'est au contraire quelque chose de très exigeant, la fraternité. Et je pense que vous avez tous des frères ou des sœurs. Ce que je dis des frères vaut autant pour les sœurs, hein. La sororité est aussi complexe que la fraternité, peut-être un petit peu plus subtile, mais c'est tout. En tout cas, il est très difficile d'être des égaux. Après Caïn et Abel, il y a Ésaü et Jacob. Donc vous savez comment Jacob a truandé son frère Ésaü sous l'égide rassurante de sa mère Rebecca. Et puis il y a Joseph et ses frères aussi. Joseph et ses frères, les 12 fils de Jacob, se sont coalisés contre l'avant-dernier, le petit avant-dernier qui était peut-être un peu plus intelligent que les autres, et qui s'appelait Joseph, au point de vouloir le tuer et de l'abandonner finalement dans une citerne vide en plein désert. Vous voyez que la fraternité dans la Bible, c'est pas quelque chose de simple. Dans l'histoire profane, ou plutôt dans la mythologie profane, immédiatement vient à l'esprit l'exemple de Romulus et Rémus. Romulus tue Rémus parce que Rémus aurait, par dérision, franchi le sillon sacré, le pomoerium, que Romulus avait tracé avant qu'on ne fasse les sacrifices rituels nécessaires. Le prétexte est un peu gros. Manifestement, Romulus et Rémus étaient en compétition pour la direction de la future ville de Rome. Il y en avait un de trop. René Girard, à la fin de sa vie, avait beaucoup travaillé sur la question des jumeaux. Et il disait que les jumeaux étaient toujours signe de malchance, et parfois dans des civilisations un peu brutales, les jumeaux étaient tués d'emblée, parce que des jumeaux, ça fout la merde.
Ils sont trop égaux pour s'entendre. Et par conséquent, les frères les plus frères sont les frères qui se tuent entre eux. Le paradoxe n'est qu'apparent. Alors on peut se dire, deuxième point, la fraternité étant introuvable, on s'en saisit avant tout de cette fraternité pour parler des faux frères. Il y aurait donc les vrais frères et les faux frères. C'est ce que l'on trouve dans la fameuse devise républicaine, la fraternité ou la mort. La mort pour les faux frères. La vie pour les vrais frères. La fraternité, dans ce deuxième sens, la fraternité que j'ai appelée exclusive, offre une espèce de permis de tuer tous ceux qui n'en font pas partie. Et à cet égard, il faut se souvenir que les djihadistes s'appellent entre eux frères. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des frères qui tuent les faux frères. Et les premiers des faux frères sont apparemment les plus frères, c'est-à-dire les musulmans. Le principe des fameux frères musulmans, c'est justement de faire en sorte, auprès des musulmans, qu'ils restent des musulmans pratiquants et dans la perspective que déploient les frères musulmans. Et tous ceux qui ne le sont pas ou ne le seraient pas sont considérés comme des faux frères et sont à éliminer en priorité. Donc c'est un autre dessein de la fraternité qui est commun à la Révolution française et aux islamistes, mais qu'on peut retrouver aussi peut-être chez les camarades soviétiques. Parce que camarade, c'est une manière de s'appeler frère, en fait. Mais là encore, les camarades sont camarades jusqu'au moment où ils ne le sont plus, et jusqu'au moment où ils sont considérés comme des faux camarades, et là, il n'y a pas de pitié. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez tout ça très bien, et je n'insiste pas. Cette fraternité du deuxième type, si vous voulez, c'est la fraternité qui naît d'une idée, d'un idéal commun. Il faut se méfier de l'idée. Même quand c'est l'idée du bien de Platon, au nom de l'idée du bien, Platon a inventé le communisme. Donc, il faut se méfier de l'idée. Il n'est pas que communiste, hein. Il ne faudrait pas le réduire à cela. Mais il a cette tendance idéale qui, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne la fraternité, est une tendance résolument exclusive et donc tueuse. La République tue les faux frères, le califat tue les faux frères, ce sont deux idées. La République, c'est une idée qui n'a jamais existé. Le califat, c'est une idée qui n'existera jamais. Mais c'est au nom de l'idée qu'on tue, finalement. Et qu'on tue les faux frères. Rien de pire que cette fraternité qui naît d'une idée ou d'un idéal. On pourrait aussi parler des francs-maçons, mais ce serait peut-être un peu difficile. En tout cas, la fraternité des frangins est aussi une fraternité idéale. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Et une fraternité idéale, c'est une fraternité qui oublie quelque chose d'essentiel à la fraternité, qui est le père ou la mère. Sans père et sans mère commun, il n'y a pas de fraternité. Voilà, dans le livre, j'ai essayé de montrer comment ça pouvait se concrétiser à travers un dialogue impossible entre Diderot et Rousseau. Rousseau est absolument hostile au cosmopolitisme. N'existe pour lui que la nation. Et Diderot, homme des Lumières, mais peut-être au vrai sens du terme, est ouvert à une humanité plus large
et au nom de ce qu'il appelle le droit naturel. Donc, Diderot et Rousseau vont beaucoup polémiquer sur oui ou non le cosmopolitisme a-t-il un sens. Je dirais que, en tant que chrétien, je donnerais un sens à l'universalité humaine plutôt qu'à la réduction de l'humanité à une idée ou une nation. Voilà, donc c'est le deuxième sens de la fraternité, cette fraternité qui exclut les faux frères, qui est là pour exclure les faux frères. Alors, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait la vraie fraternité à cet égard. La vraie fraternité, c'était mon intuition en écrivant ce livre, c'est la fraternité qui suppose une paternité réelle et qui suppose, pour ne pas devenir conflictuelle, et qui suppose aussi une foi commune. Il n'y a pas de fraternité au nom du calcul. Calculer, c'est déjà calculer pour soi, et c'est déjà exclure l'autre, pour lequel, évidemment, on ne calcule pas. Donc la vraie fraternité suppose une foi commune, mais de quelle foi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de la foi que je prêche le dimanche, mais d'une foi qui est constitutive de l'être homme et qui est la foi dans l'ordre du monde, d'une manière ou d'une autre. La foi n'est pas une invention du christianisme, et la foi existe chez tout homme. Chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Je n'ai pas apporté de Bible, mais dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, d'une manière magnifique, saint Paul envisage la foi de tous les anciens, en commençant par justement Caïn et Abel. Et la différence entre Caïn et Abel, c'est chez Caïn le calcul, chez Abel la foi. Cette foi, je pense qu'elle est, et c'est une des raisons qui m'ont intéressé, qui ont intéressé ma venue, et même le fait que j'ai dû supprimer mon émission de courtoisie pour vous, parce que je crois que entre les chrétiens et les païens, si cette librairie est une librairie à dominante païenne, il y a un point commun important, c'est justement cette foi commune. C'est cette foi dans l'ordre du monde, c'est cette foi dans les valeurs morales que le directeur de cette librairie, François Bousquet, vient de magnifiquement réaffirmer dans son livre Courage. En expliquant d'ailleurs, et je pourrais essayer de faire un rapprochement entre sa démarche et la mienne, même si le ton de François n'est pas du tout le mien, en expliquant qu'aujourd'hui, le courage est une vertu particulièrement importante et première. Aujourd'hui, où on nous présente un destin standard, une humanité normativée, et rien ne doit dépasser, etc. Eh bien, la première condition pour vivre et pour avoir un destin, je reprends en d'autres mots peut-être ce que me semble dire François Bousquet, c'est le courage. C'est le courage qui est aujourd'hui la première des vertus, parce que nous vivons dans une société particulièrement collectivisée mentalement, une société de zombies, dont on ne sort que par des actes de courage, parfois apparemment désespérés. Alors, la vraie fraternité suppose cette foi naturelle dans le destin de l'homme,
dans l'ordre du monde, qui est pour moi comme la préparation de la foi chrétienne, mais qui est pour certains un terminus ad quem auquel tendre et qui ébauche simplement un destin humain. Il y a à cet égard, me semble-t-il, dans cette foi naturelle, un point commun fondamental entre le monde chrétien et le monde dit païen ou heideggerien, quoi qu'en ait pensé Heidegger lui-même, quoi qu'ait pensé Heidegger lui-même de la foi. Quand Heidegger distingue connaître et penser, et quand il écrit qu'appelle-t-on penser, pour lui, ce qu'on appelle penser, c'est penser cette foi naturelle dans l'ordre du monde, dans le quadripartite. Et donc, c'est cette foi naturelle qui permet aux hommes de se dépasser eux-mêmes dans quelque chose qui leur est commun et au nom duquel ils risquent leur vie. Je me suis hasardé dans ce livre à commenter, parce qu'elle venait de sortir, l'homélie de notre président de la République au moment de la mort du colonel Beltrame. Il faut reconnaître que cette fois, Emmanuel Macron avait trouvé les mots et que, peut-être involontairement, il avait compris et fait comprendre que vivre ensemble, c'était être capable de se dépasser soi-même. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas faire l'économie de la fraternité et de cette fraternité particulière qui naît d'une foi commune dans l'ordre du monde. Alors il y aurait aujourd'hui une tentation, c'est de se défaire de cette fraternité trop compliquée à mettre en œuvre, et je dirais c'est la solution libérale, sur laquelle je ne vais pas vous entretenir très longtemps, parce que vous êtes debout et que vous trouvez le temps long, mais que Rosa Luxembourg a très bien résumé dans cette formule, le renard libre dans le poulailler libre. Si tout le monde compte, ceux qui comptent le plus l'emporteront forcément sur ceux qui comptent le moins. Le renard libre dans le poulailler libre. Ou la formule de Warren Buffett, la guerre des classes existe et c'est nous, possédants, c'est nous riches qui l'avons gagnée. Vous connaissez bien cette phrase que beaucoup citent aujourd'hui. Voilà, je dirais que d'un point de vue comptable, le libéralisme semble gagner aujourd'hui, mais en même temps, il montre bien son vrai visage, celui de la comptabilité. Il n'y a rien au-delà de ce qui est comptabilisable, et c'est désespérant. C'est désespérant pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne sont rien, comme dirait toujours notre ami Macron. Qui rencontre dans les gares même ceux qui ne sont rien. C'est dire. Donc, évidemment, ceux qui ne sont rien lèvent aujourd'hui le drapeau de la révolte. C'est ce qu'on appelle le populisme. Difficile de savoir de quoi on parle quand on parle du populisme. Moi, j'avoue que à Saint-Rita, où je suis resté petite année, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce que j'appelais des zadistes, en fait, qui avaient fait de Saint-Rita une ZAD, et qui étaient en fait des ratés existentiels, souhaitant désespérément qu'on parle d'eux, et prêts à employer tous les moyens pour ce faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, j'allais dire, et c'est pas contre eux que j'emploie ce terme, les déchets du système, qui refusent de l'être et qui sont prêts à tout et à n'importe quoi pour se sauver du rien dans lequel ils sont enfermés, c'est-à-dire pour qu'on parle d'eux dans la société médiatique dans laquelle on vit. Donc on n'a pas fini, à mon avis, avec ces gens-là qui ne représentent pas une solution. Je pense que la solution, c'est d'aller
au bout et de redécouvrir la fraternité en tant qu'elle est issue d'une foi commune. Et cette fraternité issue d'une foi commune est vraiment universelle. Simplement, effectivement, il faut reconnaître que tout le monde n'en est pas capable et que dans la société multiculturelle dans laquelle on vit, cette foi commune, on ne la trouve pas forcément là où on croit. On la trouve peut-être là où on ne croit pas, mais pas partout. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà une petite présentation sans prétention. S'il y a quelques questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Voilà. Pour l'anecdote, la librairie à tendance païenne a été consacrée par un prêtre, je crois, il y a quelques semaines, avec abondance d'eau sur les livres. Non, mais je crois justement qu'il y a un véritable écuménisme à faire et à comprendre. Et que la notion que je propose dans ce livre de foi naturelle, ou de foi dans l'ordre du monde, est, me semble-t-il, une notion utile. Parce qu'il y a ceux qui n'ont foi que dans leur portefeuille. Et ceux-là, c'est vraiment... c'est les ennemis. C'est le pire. Est-ce qu'il y a des questions hein? Parce que tout à l'heure, quand vous parlez du courage, je pensais à cette phrase de Sénèque qui explique à Lucilius que le courage est la seule vertu dont nous sommes certains d'avoir besoin un jour. Il pensait peut-être à l'idée d'affronter la mort, n'est-ce pas? Oui, pour les stoïciens, c'est vraiment... Mais c'est vrai que tous les jours... moi, j'étais vraiment passionné. Je n'ai pas encore lu votre livre, donc c'est pour ça que je suis là, pour pouvoir l'acheter, le prendre et le lire. C'est vraiment tout ce que vous avez dit m'a beaucoup ému, et vraiment ému et passionné. C'est vraiment... L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de la fraternité. Maurras, d'ailleurs, lui-même disait que la devise liberté, égalité, fraternité, dont je n'ai pas parlé, est une devise haïssable pour ces deux premiers termes, parce qu'ils sont imprécis ou menteurs, mais que la fraternité, il faudrait la garder, et que ce soit la devise de l'ordre nouveau, on va dire, qui serait né de sa réflexion. Jusqu'à quelle échelle peut-on développer une fraternité? Au-delà d'une famille, au-delà d'un groupe d'amis, au-delà d'un village, au-delà de... La fraternité, elle commence par le respect inconditionnel qu'on a les uns envers les autres, et c'est pour ça qu'elle est forcément universelle, mais elle est aussi plus particulière dans le cadre d'une nation, dans le cadre d'une province, d'un village. Être du même village, ça crée forcément un lien plus proche, et un lien qui existe aujourd'hui entre des personnes différentes. C'est pas parce qu'on est du même village qu'on a la même religion, qu'on a les mêmes convictions politiques, qu'on a les mêmes attentes existentielles. Mais c'est parce qu'on est du même village, parce qu'on habite ensemble, qu'on peut se ressentir frère à une certaine distance qui est différente de la distance plus grande qui existe entre tous les hommes. C'est au fond ce qui est commun qui crée la fraternité. Une autre manière de parler de la fraternité serait de parler du bien commun. Mais c'est tellement abstrait le bien commun que j'ai préféré parler de la fraternité que tout le monde comprend mieux. Mon père, monsieur l'abbé, je voulais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment que l'atmosphère d'agressivité, de presque hystérique, les gens la société est extrêmement agressive, les gens, même dans la vie quotidienne. Absolument, il y a une violence. Les gens ne tiennent plus les portes, ils sont pour un rien, ils vous répondent désagréablement. Dans la rue, même des choses. Où ils crient jusqu'à 2h du matin, ce qui dans les rues. Est-ce que ça a toujours été comme ça, ou bien il y a une espèce de crise? Ah non, je pense que c'est la société multiculturelle dans laquelle on vit qui crée ça.
Et ça n'est pas forcément dire du mal de telle culture que de dire ça, mais c'est dire du mal du melting pot. Le melting pot est forcément déstabilisant pour tout le monde et crée cette fameuse instabilité culturelle, l'insécurité culturelle dont parle Laurent Bouvet. Je crois que aujourd'hui, c'est même plus une conviction personnelle, c'est une observation que tout le monde peut faire. C'est même plus faire de la politique que de dire ça, c'est juste regarder les choses comme elles sont. Est-ce que du coup, recréer de la fraternité, c'est recréer des communautés beaucoup plus locales, beaucoup plus enracinées? Alors là, vous faites allusion à l'idéal du village gaulois. Pourquoi pas? Mais ça ne doit être que transitoire. C'est-à-dire qu'il faut des lieux dans lesquels les hommes puissent respirer à nouveau et reprendre force. Ça peut être le village gaulois, ça peut être une école, ça peut être ce que le pape Benoît XVI appelait un oasis. Il voyait la nécessité d'oasis dans le désert matérialiste contemporain. Donc pourquoi pas si c'est un oasis? Mais l'oasis, on n'y reste pas trop longtemps. On repart dans le désert après y avoir séjourné. Il faut rester optimiste. De toute façon, les circonstances sont tellement difficiles que cette fraternité va se recréer avec la fraternité d'armes, tout simplement aussi. Et les gens vont se retrouver sur des sujets même venant d'horizons très différents. Oui, mais alors la fraternité d'armes, c'est important. Mais moi, je crois qu'il vaut mieux ne pas appeler aux armes parce qu'on risque d'être entendu plus vite encore qu'on ne l'imagine. Et pas forcément par les nôtres. Je vois les effets pervers de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Oui, mais où il y a cette violence. Alors, sont une démonstration d'un égoïsme regroupé. C'était regarde ma photo, voilà ce que j'ai mangé à midi, est-ce que un tel est mon ami? En fait, c'est très bizarre parce que normalement ça devrait être une espèce de fraternité et d'amitié, et c'est de l'égocentrisme multiplié à l'infini. Oui, parce que c'est virtuel et qu'on ne construit pas une amitié sur du virtuel mais sur du réel. Et c'est pour ça la fraternité que je vante, que je me permets de vanter, est une fraternité réelle, qui n'est pas une idée fumeuse. Le voisinage crée par exemple une fraternité réelle, on ne choisit pas ses voisins, mais notez qu'on ne choisit pas ses frères et sœurs non plus. Hein. Et parfois on peut se poser la question. On choisit à peine sa femme. Non, c'est elle qui vous choisit. Mais il paraît, moi je ne suis inscrit sur aucun de ces réseaux sociaux, donc je n'ignore absolument, je suis très tranquille, parce que je ne peux même pas aller voir des choses méchantes qu'on pourrait dire sur des amis ou sur moi. Mais il paraît que vraiment, pour les choses les plus simples, pour juger un restaurant, juger un film, juger un livre, il y a tout de suite un ton de violence développé par l'anonymat, n'est-ce pas? Cet anonymat qui est une chose... Ou le pseudonymat, oui. C'est absolument terrifiant. Et alors il paraît qu'évidemment les gens se lâchent, et c'est paraît-il, complètement démesuré. Ça crée cette espèce d'hostilité, agressivité. Les gens commencent à faire les inquisiteurs, ils coupent les têtes, ils jugent, ils excommunient, ils vous condamnent. C'est absolument effrayant. Et très concrètement, vous avez les candidats à l'islamisme qui s'expriment sans être censurés, curieusement. Il y a eu le cas récemment d'une vidéo qui a été virale avec un noir musulman expliquant qu'il allait tous venir nous chercher, nous casser, que c'était leur tour. Enfin, le grand remplacement vu par un noir musulman. Voilà, donc pour conclure, je dirais que si nous voulons avancer vraiment, il ne faut pas que nous fassions l'économie de la fraternité, et le prix de la fraternité, eh bien, c'est cette foi commune dans l'ordre du monde qui est seule capable de nous unir.